Eureka! Cette tranche se divise en 6 émissions. L'émission que vous allez voir traite des molécules dans les solides. Puis nous en aurons une sur les molécules dans les liquides, suivie d'une autre traitant de l'évaporation et de la condensation. Ensuite, une sur la dilatation et la contraction. Puis une émission sur la mesure de la température. Et finalement, une qui explique la différence entre la température et la chaleur. Mais notre histoire commence avec les molécules dans les solides. Tu as probablement remarqué que toute chose dans l'univers rentre dans une de ces catégories. C'est soit un gaz, comme ce fumet délicieux qui se dégage de ta soupe, soit un liquide, c'est-à-dire la soupe elle-même, soit un solide, c'est-à-dire la cuillère à soupe. Ce sont les 3 états de la matière: solide, liquide et gaz. Et tu as dû aussi remarquer que les gaz se déplacent très facilement. De même que les liquides. Mais qu'en est-il des solides? Est-ce qu'ils se déplacent facilement? Ça n'en a pas l'air, hein? Pas de leur propre chef, en tout cas. Mais ce qui est drôle concernant la matière, c'est qu'elle ne cesse jamais de bouger, même lorsqu'elle est dans un état qu'on dit solide. Aussi bizarre que cela paraisse, même les choses qui ne bougent pas, en fait, bougent. C'est tout simplement que tu es trop grand pour voir ce qui se passe. Maintenant, si tu pouvais rapetisser. Encore rapetisser. Encore. Tu finirais par être assez petit pour entrer dans la danse. Oui, la danse. Chaque objet supposément solide et immobile, incluant ta cuillère à soupe, en fait, fourmille de milliards de petits morceaux de matière dansant à un rythme infernal. N'aie pas peur. Entre dans la danse. Il y a beaucoup de place. Et les pas sont faciles à apprendre. Chaque petit morceau se déplace vers son voisin, puis s'en éloigne. Penchons-nous sur ces deux-là et voyons comment ils s'y prennent. Au ralenti. Pierre et Pierrette s'attirent l'un l'autre. Approche. Et brusquement, changent d'avis. Mais pas trop près. Ils semblent se séparer pour échapper l'un à l'autre. Mais à peine se sont-ils séparés que leur attraction mutuelle les rapproche de nouveau. Puis, ils se repoussent encore l'un l'autre. Et ainsi de suite. Et tous les petits morceaux se jouent la même comédie. Ils jouent à « je te veux, je ne te veux plus ». À tour de rôle, s'attirant et se repoussant. Tiens, essaie. Ensemble, arrêtez-vous. Séparez-vous. Ensemble, arrêtez-vous. Séparez-vous. C'est facile, non? C'est comme si vous étiez unis par un ressort invisible. Tu en as assez? Alors repose-toi un moment et observe les autres. Ils ne se touchent jamais tout à fait, mais ils ne se fuient jamais vraiment l'un l'autre non plus. Et quand on en observe tout un groupe en action, on s'aperçoit qu'ils composent une sorte de grillage. C'est ce motif grillagé, composé de petits morceaux, se tenant plus ou moins ensemble, qui fait qu'un solide est un solide. Et c'est ce qui empêche les objets solides de se désintégrer. Alors, la prochaine fois que tu prendras ta cuillère, ou n'importe quel autre objet solide, ne sois pas déçu par son air abruti. Il se passe plus de choses qu'on est capable d'en voir. Rappelle-toi comment les petits morceaux dansaient. Évidemment, si tu veux garder un aspect scientifique à tout ça, tu n'emploieras pas l'expression « petit morceau ». Tu te serviras du mot latin pour morceau, moles, et du latin pour petit, cula, et tu diras molescula ou molécule. Et comme ça, tu te souviendras de la danse des molécules. Nous savons déjà que tous les solides sont composés de petits morceaux de matière qui vibrent continuellement dans une structure qui a la forme d'un motif grillagé. C'est ce grillage composé de petits morceaux qui empêche le solide de se désintégrer. Le mot scientifique pour petit morceau est molécule. Et maintenant, les molécules dans les liquides. Ce lapin en chocolat qui est assis à côté de toi, c'est un solide, n'est-ce pas?
Parce qu'un solide, c'est quelque chose qui conserve sa forme, non? Et même si les molécules à l'intérieur vibrent très rapidement, elles se tiennent ensemble. Tout se passe dans l'ordre et sous un certain contrôle, de telle manière que le grillage reste intact. Et tant que tu laisses le lapin tranquille, celui-ci va garder sa forme de lapin, n'est-ce pas? Vraiment? Tu as oublié le soleil. Le soleil chauffe les objets. Et quand les objets sont assez chauds, ils fondent. Ils deviennent liquides. Ils perdent leur forme. Les liquides n'ont ni forme ni contour, excepté la forme du contenant qui les reçoit. Mais si tu laisses aller un liquide, il va se répandre partout. Il va être attiré vers la Terre par la force de gravité. En fait, il désire tellement se rapprocher de la Terre qu'il s'aplatira de manière à atteindre le niveau le plus bas possible. Mais qu'est-il devenu de ce bel arrangement ordonné de molécules qui avait gardé sa forme au lapin? Comment les petites molécules si bien élevées ont-elles permis au lapin en chocolat si solide de dégénérer en cette mare de chocolat fondu? Renversons le processus pour voir ce qu'il en est. Le lapin est assis sur le mur, calme et tranquille et serein. Si on pouvait voir ce qui se passe à l'intérieur, on s'apercevrait que ces molécules sont également calmes, tranquilles et sereines, vibrant à un rythme régulier selon le principe du grillage. Chaque paire de molécules est réunie par une force d'attraction mutuelle, puis est séparée par une force de répulsion tout aussi mutuelle. Parfait, jusqu'à ce que la chaleur du soleil les atteigne. Et plus le soleil chauffe, plus les molécules s'excitent et vont de plus en plus vite, s'agitant à un rythme de plus en plus dément. Plus elles ont chaud, plus elles vont vite, jusqu'à ce qu'arrive l'inévitable. La force d'attraction n'est plus assez puissante pour les tenir ensemble, et elles se séparent brusquement, comme si un ressort invisible s'était rompu. Maintenant, c'est chacun pour soi. Les molécules se bousculent les unes les autres, venant de partout, allant n'importe où, glissant et dérapant les unes sur les autres, le tout dans un désordre absolu. La vitesse des molécules surchauffées est la cause de cet écart dans ce travail structuré en forme de grillage. C'est l'anarchie la plus complète qui règne. Et le lapin se désintègre. Il perd sa structure pour devenir une chose informe. En d'autres mots, il fond. C'est cela la signification de fondre. La rupture de l'ordre, l'écroulement de l'assemblage de molécules en vibration qui tenaient le solide ensemble. Donc, le solide devient un liquide, non seulement parce que les molécules se bousculent les unes les autres, mais aussi parce qu'elles glissent et dérapent les unes sur les autres. Et plus elles glissent et dérapent, plus le liquide coule facilement. Donc, lorsqu'il fait chaud, les molécules accélèrent leur mouvement et les solides se transforment en liquide. Tout comme lorsqu'il fait froid. Les molécules ralentissent leur mouvement et les liquides redeviennent des solides. Nous savons déjà que lorsque les molécules d'un solide deviennent de plus en plus chaudes, elles s'agitent de plus en plus vite, jusqu'à ce que leur force d'attraction mutuelle ne soit plus assez puissante pour les tenir ensemble. Ce qui les fait sortir de leur formation en grillage qui se désintègre. Quand le grillage de molécules d'un solide s'est écroulé, nous disons que le solide a fondu. Il est passé de l'état solide à l'état liquide. Et maintenant, l'évaporation et la condensation. L'ennui avec les bocaux à poissons, c'est que, disons, assez souvent, tu dois te rappeler qu'il faut rajouter de l'eau. Pourquoi? Où cette eau est-elle partie? Comment a-t-elle disparu? Eh bien, remplis donc le bocal d'eau et plonge-y pour voir ce qui se passe. L'eau est un liquide. Donc, ces molécules bougent trop vite pour que leur force d'attraction mutuelle les tienne ensemble en formation de grillage ordonné.
ce qui fait qu'elle glisse et dérape dans tous les sens. Bien que la concentration des molécules dans un liquide soit presque semblable à celle des molécules dans un solide, dans l'état liquide, c'est le désordre absolu et chaque molécule s'occupe de ses affaires. Certaines molécules, en jouant des coudes, finissent par se retrouver dans la partie supérieure du liquide et forment en fait la surface du liquide. De temps en temps, ce jeu de coudes force une molécule à sortir du liquide définitivement et à s'échapper dans l'air. Bien sûr, avec le temps, des millions et des millions de molécules s'échappent du liquide de cette façon-là. Ce mouvement continuel de sortie de molécules fait penser à ce qui se passe dans une machine à pop-corn. Seulement dans le cas des molécules, la plupart d'entre elles demeurent dans l'air et voyagent en toute liberté. Bien sûr que non. Maintenant, tu ne peux pas les voir. Chacun de ces petits morceaux est si minuscule que tu ne pourrais même pas le voir avec un microscope. Tu n'aperçois les molécules que lorsqu'elles sont agglutinées par milliards sous forme de solide ou de liquide. Tu peux les voir quand elles forment l'eau dans ton bocal à poisson. Mais dès qu'elles s'échappent dans l'air, elles deviennent invisibles. Mais elles sont toujours là, volant dans l'air. Seulement, elles ne forment plus un liquide, elles forment un gaz invisible, une vapeur. C'est pourquoi ce qui est arrivé à l'eau de ton bocal à poisson porte le nom d'évaporation. Il s'est passé un changement d'état. L'eau s'est transformée de liquide en gaz. Elle est devenue de la vapeur d'eau. L'eau s'évapore continuellement. En fait, si tu laisses ton bocal à poisson dehors au soleil, l'eau s'évaporera encore plus vite. Parce que plus l'eau est chaude, plus les molécules se bousculent et plus elles s'échappent souvent dans l'air. Alors, si tu en as assez de remplir continuellement ton bocal, il y a une solution. C'est de garder l'eau aussi fraîche que possible, de façon à ralentir le mouvement des molécules et par conséquent à ralentir l'évaporation de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maintenant, tu ne peux plus voir ton poisson? Comment ça se fait? Eh bien, dès que les molécules de la vapeur d'eau qui sont dans l'air entrent en contact avec le bocal à poisson froid, elles se refroidissent, elles aussi. Et plus les molécules se refroidissent, plus elles se déplacent lentement. Et plus elles se déplacent lentement, moins elles peuvent résister à leur force d'attraction mutuelle. Ce qui a pour résultat de les faire se rapprocher de plus en plus. En d'autres mots, le gaz redevient liquide. L'eau, de son état de vapeur, retourne à son état de liquide. Et c'est cette eau qui se rassemble sur toute la surface de ton bocal à poisson. C'est cela qui forme la buée. Parce que la transformation de vapeur en liquide est provoquée par l'assemblage des molécules qui devient de plus en plus dense. Ce changement d'état de vapeur ou gaz en liquide s'appelle condensation. Alors, quand l'eau ne s'évapore pas, la vapeur d'eau se condense. C'est difficile d'avoir le dessus avec un bocal à poisson. Est-ce que ce ne serait pas plus facile d'avoir un chat? Nous savons déjà que lorsque les molécules s'échappent d'un liquide, elles se répandent dans toutes les directions pour former un gaz ou une vapeur. Ce processus s'appelle l'évaporation. C'est le changement de l'état liquide à l'état gazeux. Quand les molécules d'un gaz sont refroidies, elles se déplacent plus lentement et se rassemblent d'une manière plus dense pour former un liquide. Ce processus s'appelle la condensation, le changement de l'état de gaz à celui de liquide. Et maintenant, la dilatation et la contraction. Si tu gonfles un ballon d'air, mais pas complètement, et si tu le laisses exposer au soleil, il grossira visiblement. Et si tu prends un autre ballon et que tu le remplisses d'air jusqu'à ce qu'il soit le plus gonflé possible, puis que tu le laisses exposer en plein soleil, c'est à peu près sûr qu'il éclatera. Pourquoi? Pourquoi les ballons grossissent-ils jusqu'au point d'éclater parfois lorsqu'on les chauffe? Parce que l'air dans le ballon, qui est bien entendu un gaz, est constitué, comme tous les gaz, de molécules qui volent dans toutes les directions. Lorsque des millions de molécules font cela, elles poussent fortement à l'intérieur du ballon et c'est pourquoi sa paroi se tend tellement. Quand le soleil chauffe les molécules, celles-ci se déplacent plus rapidement, ce qui a pour effet de les faire rebondir avec plus de force et plus souvent à l'intérieur du ballon. Ce phénomène de pousser vers l'extérieur fait grossir le ballon.
Les molécules chaudes prennent plus d'espace que les molécules froides. C'est comme si une armée de guêpes bourdonnait à l'intérieur du ballon. Plus elle s'échauffe, plus elle bourdonne vite. Et plus elle repousse la paroi du ballon vers l'extérieur. Tout cela revient à dire que lorsqu'un gaz est chauffé, il prend plus d'espace. Il se dilate. D'autre part, si tu laisses un ballon se refroidir suffisamment, le contraire se produira. Il deviendra plus petit. Parce que plus les molécules d'air dans le ballon se refroidissent, plus elles se déplacent lentement. Et moins elles poussent contre la paroi du ballon, qui alors les comprime dans un espace de plus en plus petit. Les molécules froides occupent moins d'espace que les molécules chaudes. Plus les guêpes ont froid, plus elles bourdonnent faiblement, et moins elles occupent d'espace. En d'autres mots, lorsqu'un gaz se refroidit, il se contracte. Est-ce que les solides et les liquides se dilatent aussi lorsqu'ils sont chauffés? Est-ce qu'ils se contractent lorsqu'ils sont refroidis? Eh bien, on sait que si les solides sont suffisamment chauffés, ils se transforment en liquides. Et que plus les liquides sont chauffés, plus ils se transforment en gaz. Tout ceci est bien simple. Mais ce qui est moins évident, c'est qu'aussitôt que le solide ou liquide commence à s'échauffer, une faible dilatation se produit avant le changement d'état. Pourquoi? Parce que plus les molécules se déplacent rapidement, plus elles s'éloignent les unes des autres, que ce soit dans un solide ou dans un liquide. C'est pour cela qu'on laisse toujours un espace libre dans le goulot d'une bouteille afin de permettre la dilatation du liquide au cas où celui-ci serait chauffé. En fait, une bouteille ne devrait jamais être remplie complètement, parce que si le liquide contenu est trop chauffé, la bouteille risque même d'exploser. Peux-tu trouver un exemple familier de la dilatation et de la contraction d'un solide? Eh bien, d'après toi, quelle est la cause du takatum-takatum que tu entends quand une voiture roule sur un pont? Ce sont les roues qui passent sur les espaces vides laissés entre les plaques de béton dont est faite la route, pour permettre la dilatation des plaques en été et leur contraction en hiver. Maintenant, tu sais non seulement pourquoi les voitures font takatum-takatum sur les ponts, mais tu sais aussi comment éviter l'explosion d'une bouteille et l'éclatement d'un ballon. N'est-ce pas? Nous savons déjà que lorsque la matière est chauffée, ces molécules se déplacent plus rapidement et prennent plus d'espace, et la matière se dilate. Ceci dans les trois états, solide, liquide et gazeux. Lorsque la matière est refroidie, ces molécules se déplacent plus lentement et prennent moins d'espace. Et le solide, le liquide ou le gaz se contractent. Et maintenant, mesure de la température. Peux-tu dire si une chose est chaude ou froide? Dans ce cas, dans quelle baignoire est-ce que tu vas rentrer? Dans celle-ci, pleine d'eau glacée? Ou dans celle-là, remplie d'eau bouillante? Ou encore dans cette autre, où l'eau n'est ni trop chaude, ni trop froide? Le choix est facile, n'est-ce pas? Eh bien, vas-y, mon vieux, rentre dans celle du milieu. Ça te paraît un peu trop chaud, n'est-ce pas? Essaie donc avec l'autre pied. Oh, là maintenant, ça te paraît un peu trop froid. Eh bien, peut-être que ce n'est pas si facile que ça, après tout, de dire si quelque chose est chaud ou froid. C'est parce que le corps humain peut seulement percevoir les différences. C'est-à-dire déterminer si une chose est chaude ou froide, comparée à une autre chose. Mais même tes pieds ne peuvent s'entendre au sujet de l'eau de la baignoire du milieu. Est-elle chaude ou est-elle froide? Il doit sûrement y avoir un meilleur moyen de mesurer à quel point une chose est chaude, ou comme on dit normalement, de mesurer sa température. Qu'est-ce qu'on sait sur ce qui est chaud? Eh bien, lorsque la température d'une chose augmente, ces molécules se déplacent plus vite. Les molécules dans l'eau bouillante se déplacent trop rapidement pour que l'on y soit à l'aise. Tandis que les molécules dans l'eau glacée se déplacent trop lentement pour que l'on y soit à l'aise. Si seulement on pouvait s'assurer que les molécules de l'eau dans la baignoire du centre se déplacent à la bonne vitesse pour le corps humain, tu pourrais tranquillement prendre ton bain. Mais comment pouvons-nous mesurer leur vitesse? Les molécules sont si minuscules que nous ne pouvons même pas les apercevoir.
encore moins chronométrer leur vitesse. Attends une minute. Nous connaissons quelque chose d'autre sur tout ce qui a été chauffé. Il ne s'agit pas seulement d'une accélération de molécules, mais il s'agit d'une accélération qui cause la dilatation de la matière. Donc, nous pourrions mesurer la vitesse des molécules indirectement en mesurant l'effet de leur accélération, c'est-à-dire en mesurant la dilatation elle-même. Et c'est exactement cela qu'un savant suédois appelé Anders Celsius a fait en 1742. Il a pris un liquide qui se dilate suffisamment quand il est chauffé, c'est-à-dire le mercure, et il l'a versé dans un petit tube. Puis il a mis le tube dans de l'eau qui était sur le point de geler, et le mercure se contracta jusqu'à ce niveau qu'il décida d'appeler le point de congélation de l'eau, 0 degré Celsius. Ensuite, il a mis le tube dans de l'eau bouillante, et le mercure se dilata jusqu'à ce point-ci. Et il le nomma le point d'ébullition de l'eau, 100 degrés Celsius. Il disposait alors d'un moyen de mesurer les vitesses relatives des molécules, en d'autres mots, la température relative des choses. La température d'une pièce où l'on est à l'aise est de 20 degrés. Mais 30 degrés, c'est un peu trop chaud. Et moins 20 degrés, c'est vraiment trop froid. Celsius pouvait même prendre sa propre température. Et il découvrit qu'elle était d'environ 37 degrés, ce qui est, en toute logique, la température idéale de ton bain, puisque c'est aussi la température de ton corps. Tout ce que tu as à faire, c'est d'amener l'eau à 37 degrés, et tu finiras par réussir à le prendre, ton bain. Merci, Anders Celsius, pour ton instrument à mesurer ce qui est chaud ou froid. Mais comment on appeler cet instrument? Eh bien, en grec, on désigne ce qui est chaud par le mot thermos. Donc, on a un thermosmètre, ou thermomètre. Alors, ce bain, est-ce qu'il est à la bonne température maintenant? Oh, peut-être que tu aurais mieux fait de prendre une douche, non?